Bienvenue dans cette émission spéciale focus sur un héros assez peu connu. On a choisi de faire ça sur un petit personnage secondaire qui a une vague actualité cinématographique. Nous avons donc décidé de consacrer enfin un focus à Spider-Man, le personnage le plus emblématique de Marvel, de la Maison des Idées. Et pour cela, Émile et moi, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Océane, on te connaît pour tes participations notamment au podcast First Print d'Arnaud et Corentin, mais aussi pour ta casquette de travail chez France TV et puis aussi comme énorme fan de Spider-Man. Tout à fait. Un très bon résumé de ma vie. Il bosse chez LinkedIn. Enfin, en freelance. On va tout de suite commencer par faire une présentation du personnage. Alors, je pense que c'est pas forcément la fois où ça aura le plus comment dire, d'intérêt, dans le sens où c'est quand même un des personnages les plus connus de la pop culture. Je pense même que c'est important aussi de dire en préambule que par rapport à d'autres personnages qui se prêtent bien à une présentation chronologique, par du coup grande aire éditoriale, run, auteur, là on va faire plutôt une analyse thématique du personnage qui nous semble plus appropriée, puis on va expliquer un peu pourquoi. Donc on va commencer par une présentation, après plutôt aussi comment débuter le personnage, et à travers ça, et notamment aussi les team-up et les Spider-Verse, vous allez un peu avoir quelques axes d'entrée dans un personnage qui finalement est pas si évident que ça à résumer, et surtout on va répondre à la question, c'est comment débuter Spider-Man alors qu'il y a d'aussi longs runs. Donc tout à fait. Qui veut se lancer dans présenter le personnage? Allez, les invités. Hop, patate chaude. Bravo. Non, on peut dire que Spider-Man, donc forcément il y a Stan Lee qui s'est mêlé un petit peu de sa création au début des années 60, mais que c'est aussi un peu le bébé de Steve Ditko, de Jack Kirby, et puis aussi un peu de Joe Simon et Cissy Beck au moment où le personnage était un peu une première version de travail qui s'appelait The Fly, et finalement au moment de l'arrivée chez Marvel, Stan Lee a un peu retoqué le personnage avec le duo Ditko Kirby. Donc c'est un peu comme en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'un autre super-héros était comme ça, c'est-à-dire que c'est une première version et qu'en fait après il avait été totalement réhabillé, je crois que chez DC. Et la coïncidence m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire, c'est qu'on voit à quel point parfois c'est des idées de super-héros un peu nulles sur le papier, qui en fait avec les bonnes personnes trouvent un peu leur exécution de base qui est plutôt réussie, en tout cas au début des années 60 chez Marvel. Donc il apparaît dans The Amazing Fantasy, qui est d'ailleurs peut-être un de mes premiers numéros de super-héros préférés. Et c'est d'ailleurs le premier numéro de Spider-Man que j'ai lu de toute ma vie dans les intégrales Panini. En fait, c'est ce numéro-là, qui est une parfaite introduction au personnage, à son environnement au lycée, ses environnements avec sa famille, son rapport à la moralité, son rapport à son costume aussi, parce que c'est quand même un des héros qui est quand même dès le premier épisode quand même très défini par son costume, qui va avoir quelques modifications, mais qui est quand même assez iconique dès le premier numéro, et qui a une longévité depuis bientôt 70 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, même si le personnage a l'air d'être dans une brillante quarantaine grâce à Jonathan Hickman depuis quelques années. Mais ça, on en reparlera. Mais donc une création quand même assez intéressante, et qui moi j'avoue me fascine. C'est d'une telle générosité en fait, même ses tout débuts. Il suffit de lire la première intégrale de Panini et j'ai réalisé qu'en fait tout était déjà dedans en un an de numéros. C'est incroyable.
il y a des personnages qui mettent du temps à se cristalliser, à être la version qu'on connaît aujourd'hui. On peut penser à Batman qui met que la première année, elle est quand même assez éloignée de l'image qu'on peut se faire du Batman d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'un personnage comme Spider-Man, comme tu dis, son costume, il est à 95% là, et oui, il est super important parce que il représente en fait quelque chose de très différent des héros costumés qu'on avait jusque-là, le côté masque intégral et tout ça, et oui, c'est une création en couche, quoi, avec différentes personnes qui s'y essayent jusqu'à trouver la bonne combinaison qui est en fait celle de Stan Lee et Steve Ditko. C'est le personnage, en fait. Alors on connaît l'histoire, c'est donc cet adolescent qui va être mordu par une araignée radioactive, qui va lui donner des pouvoirs et qui va très vite, suite à la mort de son oncle, qui lui à cause d'un voyou qu'il n'a pas arrêté, va lui faire rentrer le mantra que de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Donc on a quasiment tout ça dans le numéro d'Amazing Fantasy, et à partir de là on a un personnage où en fait oui, on a quasiment tout qui est déjà là, et on a déjà en fait cette opposition qui existe entre Stan Lee et Ditko, qui ont pas du tout la même philosophie, la même vision de l'humanité, et la friction qui existe entre ces deux visions de la moralité va donner les conflits moraux de Spider-Man, en fait. Stan Lee, il a une vision très j'ai envie de dire très classique de la moralité, de ce qui est bien, de ce qu'il faut faire, etc. Là où Steve Ditko s'inscrit dans une lignée philosophique d'Ayn Rand, très j'ai envie de dire libertarienne, mais même ça va encore plus loin que ça, avec le truc de l'accomplissement par l'égoïsme d'une certaine manière. Et donc c'est vrai que ces deux visions là vont s'opposer, et j'ai envie de dire, c'est cette friction qui crée des étincelles. Ouais. Et ce qui m'intéressait d'ailleurs, c'est que quand on lit le premier numéro, en fait, ça coule pas autant de sources que ça, que ce soit Oncle Ben qui dit la fameuse phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». En fait, c'est une bulle de pensée de Spider-Man, puisque donc dans les comics, on lit, on est dans sa tête, on est dans ses pensées, et à un moment donné, c'est lui qui dit ça. Et j'ai l'impression que c'est le premier film de Sam Raimi qui a mis un peu dans la tête de tout le monde que c'était vraiment l'oncle Ben qui le dit. Je crois que c'est quand même retconné après dans les comics, mais c'est vrai que dans Amazing Fantasy, c'est genre les dernières cases en jaune là de didascalie un petit peu du numéro, qui se termine un petit peu en mode, et c'est comme ça que je comprends que de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Fin, quoi. Voilà, et c'est finalement plutôt un excellent choix d'adaptation de Sam Raimi. C'est une phrase qui aurait pu être entre guillemets un peu bateau et qui aurait pu terminer un numéro de comics, et qui finalement est devenu un mantra que encore aujourd'hui on attribue à Oncle Ben, et que même les films d'après ont essayé un petit peu de réadapter sans trop de succès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'osent pas réadapter une phrase littérale du comics. Et donc c'est plutôt drôle. Je crois que c'est même c'est Tante May qui le dit chez le MCU Spider-Man, et dans les Amazing Spider-Man, en fait c'est Oncle Ben, donc Martin Sheen, qui lui dit sous une forme totalement différente, et qui en fait n'a plus vraiment de sens comparé à ce qui est dit dans la BD. C'est un peu dommage, mais je peux comprendre qu'ils aient essayé un petit peu de se démarquer. Ouais, là où dans le MCU, ce qui est à mon sens une certaine forme de réussite, c'est le fait de le décaler à Tante May, vu qu'elle va avoir en fait la même destinée que l'oncle Ben. Sa mort va jouer le même rôle de catalyste, en fait. Il y a une certaine logique à ce que ce soit elle qui lui dise. Du coup, après c'est vrai que je dis une certaine forme de réussite parce qu'on peut aussi se demander pourquoi le décaler sur Tante May en jouant l'absence avec oncle Ben malgré tout, etc. Il y a un truc un petit peu de guingois là-dessus, on va dire, mais je trouve qu'on retombe quand même sur nos pieds, quoi, au bout du compte, là-dessus.
Mais du coup, je sais même pas si on a parlé en fait du fait que Spider-Man c'est Peter Parker. On a parlé de son oncle, on a parlé de sa tante, mais bande de geeks, vous êtes partis J'avoue. en ligne droite sur les adaptations, l'analyse de je sais pas quoi, de psychologique de la famille, machin. Non, blague à part. Une phrase très importante, et qui d'ailleurs est prononcée par Monsieur Parker. Attention. Non, mais voilà, respecte. du coup, je pense qu'aussi, il faut aussi qu'on parle de Peter Parker lui-même, parce que je pense qu'aussi une des forces du personnage de Spider-Man, c'est que par rapport à d'autres personnages, comme par exemple peut-être Iron Man, qui a mis peut-être jusqu'au run de Bob Layton pour avoir un alter ego intéressant, à savoir donc du coup Stark. Est-ce que aussi la force de Spider-Man, c'est pas parce que c'est aussi Peter Parker, et que du coup c'est aussi l'histoire d'un héros qui réussit dans tout ce qu'il fait en tant qu'héros, quoique, après ça dérape, mais en tant que personne aussi, c'est quelqu'un qui échoue beaucoup de choses, qui est un prolétaire, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes de taf, qui a des problèmes d'amour, de cœur, voilà, de relations, de plein de trucs. Et en plus, son plus grand malheur, c'est que c'est lié à son pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, justement parce qu'il a ce grand pouvoir et cette grande responsabilité, il a du mal à lâcher prise et en fait à vivre sa vie de Peter Parker. Vous avez 2 heures. Ouais. Ce qui est intéressant avec Peter Parker, c'est que à l'opposé complet de Batman ou d'Iron Man, il n'est pas du tout un milliardaire, mais c'est juste un petit gars en spandex. À l'inverse de Thor ou de Wonder Woman, ce n'est pas un dieu, c'est vraiment un humain qui a juste eu qui était juste là au mauvais endroit au mauvais moment. Donc il y a aussi ça, il y a cette idée un petit peu de destin qui lui tombe dessus un petit peu alors que lui ne recherchait pas forcément ça. Aussi le fait que c'est un lycéen et donc c'était quand même assez rare de voir un personnage de lycéen quand même très jeune, et ce qui je pense a facilité l'identification auprès d'un public assez jeune, contrairement à beaucoup de héros qui est déjà un peu plus adultes. Et puis effectivement, je pense que quand on est jeune, on a envie de s'imaginer qu'une autre vie nous attend et qu'on peut avoir des pouvoirs et tabasser ceux qui nous font du mal, parce que Peter est quand même aussi un peu une victime dans son lycée, et justement c'est aussi grâce à son pouvoir qu'il a une sorte de chance de s'émanciper un petit peu de tout ça. Et je pense aussi que c'est typiquement le genre de message qu'on a envie de lire quand on est soi-même bully au collège ou au lycée. Enfin, je sais que moi, ça a un peu été mon cas, notamment au collège. Donc, de voir un Peter Parker qui pouvait avoir une autre identité et faire des blagues à ceux qui l'emmerdaient tous les jours, franchement, ça m'a un petit peu parlé, quoi. C'est peut-être un des héros auxquels on s'identifie le plus encore aujourd'hui, parce que justement il a pas la prétention d'être quelqu'un d'autre que Spider-Man, et justement en fait ses pouvoirs à la fois effectivement on peut le dire, lui pourrir la vie, et notamment personnelle, et en même temps quand il n'a pas ses pouvoirs, en fait il lui manque quand même quelque chose. Quand il n'est pas en mission pour aider son prochain, en fait on sent qu'il n'est pas complet sans ça. Et c'est peut-être aussi un des héros les plus nobles de chez Marvel à ce niveau-là, parce qu'il a tout à y perdre. Il a rien à y gagner, il a tout à y perdre, y compris même parfois auprès de la police qui voit un peu d'un mauvais œil son arrivée, auprès de la presse avec Jonah Jameson qui peut pas le blairer. Enfin, c'est vraiment typiquement le personnage qui n'a rien à perdre et qui le fait quand même. Et c'est vraiment une forme de beauté tragique dans le personnage que j'ai toujours trouvé admirable. Et c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté adolescence et tout ça, c'est vrai que c'est un des en tout cas un des premiers héros où le côté jeunesse et crise de la jeunesse, j'ai envie de dire, et soit aussi important. Il y avait déjà des héros jeunes. On peut penser à Billy Batson, le duo de Shazam, quoi. Mais avoir ce héros adolescent qui a des problèmes vraiment typiques d'un teenager, etc. C'était quand même
plutôt novateur. Et en plus de ça, il y a tout un truc qui, bien évidemment, est métaphorique et fonctionne très bien. Évidemment, les changements corporels, un corps qui change avec des pouvoirs qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, ok. Et à côté de ça, il y a aussi tout un truc sur de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et le fait d'avoir cette impression de pas réussir à gérer tous les aspects, toutes les facettes de sa vie en parallèle, je l'ai vécu. Je pense que et je pense pas être dans une dans la minorité, hein. On a tous ce moment dans notre vie où on n'arrive pas à tout gérer en même temps. On a l'impression de faire faux bond, soit à sa famille, soit à ses amis, soit etc. Et on essaie de mener tout ça de front avec l'école et tout ça, et on n'y arrive pas. Et on voit que Spider-Man, c'est pareil. Il a les mêmes problèmes que nous. Peter Parker, il a les mêmes problèmes que nous, mais en version super héroïque. Donc en plus c'est fun parce que derrière il peut tabasser le lézard. Et du coup, je pense que niveau présentation, on a quand même fait quelques petites choses intéressantes, mais est-ce que justement pour vous, ou même par rapport à votre historique, comment vous avez découvert Spider-Man ? Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez maintenant en 2026 à quelqu'un pour découvrir Spider-Man ? Moi en fait j'ai commencé par tout sauf les comics. Les comics ça a vraiment été le dernier média sur lequel j'ai découvert Spider-Man quand j'étais à la fac, plutôt que d'écouter les cours en magistraux. En fait je lisais les comics sous la table. Et j'ai quand même eu mon année à la fac. Et j'ai quand même eu mon année à la fac, donc ça veut dire que ça me motivait quand même. Moi j'ai commencé avec les films de Sam Raimi et aussi le dessin animé qui passait sur TF1 le matin. Avec Nicolas Marié qui est, je trouve, une des meilleures voix pour Spider-Man. D'ailleurs, je trouve assez sous-coté parce qu'on parle beaucoup de Donald Renew qui fait effectivement la voix de Spider-Man dans pas mal de supports, mais je trouve aussi que pour les années 90, Nicolas Marié alors le double en mode totalement adulte, mais je trouve que ça marche et je trouve qu'il a une belle voix de Spider-Man et c'est peut-être le premier que j'ai découvert et celui qui m'a fait le plus flipper aussi, notamment avec l'arc où des pattes d'araignée poussent de l'abdomen de Peter. Ça, c'est une image qu'on n'oublie pas quand on a 10 ans et mais je trouvais ça génial que l'animation permette aussi autant de choses. J'ai pas osé revoir la série depuis toute petite, mais j'ai encore les VHS chez moi, et notamment l'épisode avec Mysterio que je trouve génial, l'épisode avec Kraven aussi, le premier que je trouve génialissime. C'est la série avec le générique qui fait tin din 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 din. C'est tout de la Fox, non ? C'est pas ça, non ? Ouais, ah putain, tout à fait. Ouais, moi aussi, parce qu'on doit peut-être avoir à peu près le même âge du coup. Et qui s'est mis sur les images de Venom aussi, qui me faisait tellement flipper. Donc c'est la série Spectacular, c'est ça ? C'est Spectacular. C'était ça. Ouais. En fait, il y a tellement de séries d'animation que je m'y perds dans les adjectifs. Voilà, je dis ça maintenant, mais c'était vraiment. J'ai essayé d'en regarder d'autres, mais je trouve qu'elles avaient pas le charme 90s. Même si on dirait qu'il a quand même 50 balais, Peter Parker avec sa chemise et son avec ses petites chaussures là. Tout. Mais c'est vrai que j'ai jamais tité que c'était Nicolas Marié qui faisait la voix en fait. Maintenant que tu me dis, c'était vraiment effectivement un très bon doubleur de Spider-Man. C'est vrai que j'aimais beaucoup ce doublage justement. Ça faisait un côté justement un peu entre les deux où il y avait ce design un peu kidulte quoi, enfin plus adulte que kid d'ailleurs. Mais cette voix-là un peu intemporelle. Alors que Donald Renew, on voit vraiment que la direction très jeunesse que ça prend en fait. C'est très très teen qui collait avec Andrew Garfield. Parce que Nicolas Marié, il fait pas très blagueur peut-être. Oui. Après, je trouve que son Spider-Man était quand même assez rigolo à Nicolas Marié. Enfin, c'est un humour très à froid, presque un peu british. Et moi, j'avoue que j'adore ce type d'humour, donc ça passait crème quand j'avais 10 ans et que je pensais que c'était le meilleur humour du monde. Mais donc il y a eu ça effectivement, et même je regardais mon frère jouer aux jeux vidéo Spider-Man sur PS2 et aussi Spider-Man 3 sur PC. C'est extrêmement précis, mais je garde de très bons souvenirs. Sur PC, je crois que le 3 était pas terrible, mais le 2 était très bien. C'était un des premiers. On avait le monde ouvert, je crois de mémoire. Il y avait des missions un peu à la con, avec des extraterrestres, des trucs un peu. Enfin, j'extériorise, j'ai des flashbacks. Voilà, gros moment nostalgie. Mais en fait, c'est pour ça, pour moi, Spider-Man, il y a toujours une partie de nostalgie aussi quand j'en parle et quand je lis. C'est vraiment,
c'est le héros de mon enfance et pourtant je regardais F3X tous les dimanches matins sur France 3. Mais il y en a aucun qui pour moi était à la hauteur de ce Spider-Man, si ce n'est le Batman de Bruce Timm et Paul Dini. Mais c'était chez Marvel c'était Spider-Man et chez DC c'était The Animated Series. Et mais c'est vrai que ouais, Spider-Man, je pense que pour tout le monde c'est des souvenirs d'enfance. Moi pour le coup, je sais pas par quoi j'ai commencé. Je pense que j'avais déjà une connaissance de qui c'était Spider-Man, mais j'ai dû commencer assez tôt par les comics parce que j'ai commencé à lire les comics de Strange quand j'avais environ 10 ans et du coup forcément il y avait Spider-Man dedans et forcément ça m'avait très vite marqué. Donc moi c'était la période Micklini, alors ce qui dit pas grand chose vu qu'il est resté à peu près 15 ans dessus, mais c'était la période Micklini et avec très vite avec McFarlane en tout cas et puis Bagley et tout ça et puis en parallèle je découvrais des épisodes avec Sal Buscema sur Nova. J'ai découvert un peu tout ça, évidemment incapable de dire les noms à l'époque en tant que gamin, mais maintenant je sais que c'était ces épisodes là et moi en fait j'ai une période où j'ai arrêté les comics quand j'étais adolescent justement et je suis revenu avec les films, donc avec le Spider-Man de Raimi et le X-Men 1 du coup le Spider-Man de Raimi il a aussi participé énormément à mon retour aux comics, on va pas se mentir, c'est vrai que la qualité du film fait que ça remet le pied à l'étrier, ça donne envie de redécouvrir les personnages, tout ça. Moi c'est vrai que côté animation Spider-Man, c'est pas par là que je l'ai découvert, c'est limite la série de Spider-Man en animation dans laquelle je suis le plus investi, c'est la dernière sortie, c'est Friendly Neighborhood Spider-Man sur Disney+, que je trouve vraiment super, mais les anciennes j'ai dû être à chaque fois en décalage en termes d'âge, pas tout à fait au bon âge pour les différentes séries qui sont succédées ou voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu zappé. Et Émile posait la question du coup de comment découvrir le personnage. Moi, le premier truc que j'ai envie de dire suite à ce qu'on vient de dire là, c'est que la manière de découvrir le personnage, pour un personnage comme Spider-Man qui a tellement de facettes et de diversité et de possibilités, de tout ce qu'on veut, c'est un peu par là où on prend, quoi. Il y a pas, c'est pas grave de commencer par ici ou par là, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. En lisant le plan qu'Émile nous a envoyé, je me suis posé la question, qu'est-ce que je conseillerais à des gens? Parce que c'est vrai que moi, ma découverte des comics date de 2012. Donc ça va faire bientôt 15 ans. Et c'est vrai qu'en 15 ans, une manière j'aime pas trop ce mot, mais de consommer la BD, de consommer du Spider-Man a beaucoup changé. Le public évolue aussi. Et finalement, j'ai testé pas mal de débuts de relaunch et tout ça. Et je pense aussi que c'est vraiment à l'appréciation de chacun, autant au niveau des histoires racontées que de l'esthétique aussi. Parce que par exemple, je te disais Aurélien que j'ai recommencé à lire les Ultimates de Mark Bagley. J'ai vraiment beaucoup de mal avec son style. Et en fait, ça me sort pas mal des aventures, alors que je trouve que c'est plutôt bien écrit, que ça tient encore très bien la route dans le genre un peu jeune adulte. Je trouve que ça tient hyper bien, que ça présente très bien un peu le bestiaire, les dynamiques avec Mary Jane et Gwen, avec Tante May, tout ça. C'est plutôt bien construit. Mais par contre, faut passer outre les dessins qui ont 25 ans d'existence. Là où, par exemple, un style... Ouais, c'est moi qui font 25 ans d'existence qui essaient de faire un peu jeune à 2000, je pense, parce que honnêtement le dessin des 90 c'est assez intemporel pour le coup, mais peut-être qu'Aurélien a une autre... Ouais, en fait moi qui suis pas méga fan de Bagley, alors que pourtant il fait partie des auteurs avec qui j'ai découvert, je suis un peu en mode ni pour ni contre sur Bagley, c'est un auteur que je lis sans déplaisir, sans déplaisir, mais il fait pas partie de mes auteurs favoris. Mais en fait ce sentiment il date pas trop du côté 25 ans.
moi qui l'ai découvert en direct à l'époque, Ultimate Spider-Man, à l'époque, je trouvais déjà que c'était pas très forcément la meilleure manière de moderniser justement Spider-Man à l'époque. Alors après, par contre, c'est vrai qu'il a l'avantage d'être un staccanoviste de la planche, Bagley, et que du coup, il enchaîne plus de 100 épisodes d'affilée avec Bendis au scénario, et que sachant que parfois ça sortait au rythme de 16 ou 18 épisodes dans l'année, et que plus les covers. Ouais, et que du coup il y a une vraie, ça a l'avantage au moins de la continuité. On garde le même dessinateur sur énormément d'épisodes. Surtout qu'il venait en plus de Amazing Spider-Man, donc il y avait aussi cette continuité-là avec la série, du coup, on va dire 616. Et après. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand on lit Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky, en fait, je trouve que le dessin de Bagley ne va pas du tout avec ce que raconte Zdarsky. En fait, je trouve que du coup, le style, c'est pas assez diversifié dans les époques. Pourtant, le principe de cette BD est génial et c'est un one-shot d'ailleurs que les débutants peuvent lire parce que c'est, je trouve, un très bon récap de ce qui se passe un petit peu pour Spider-Man à chaque décennie. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour le personnage. Et en fait, Bagley ne fait aucun effort d'esthétiser ou d'iconiser un petit peu chaque décennie. C'est quasiment que les covers qui s'en occupent et qui étaient d'ailleurs d'une beauté très minimaliste mais sublime. De Chip Zdarsky d'ailleurs, je crois, non ? De Chip Zdarsky, effectivement. Du coup, j'ai longtemps pleuré en me disant, je crois que j'aurais préféré que Zdarsky fasse le dessin aussi, quitte à ce qu'il prenne un peu plus son temps, mais le pauvre devait être déjà bien occupé. Mais c'est pour ça aussi que le dessin de Bagley, en fait, du coup, je peux le dire indépendamment de l'époque, c'est pas un dessin qui me stimule et qui m'enthousiasme, alors que j'adore passer du temps à regarder tous les détails, toutes les couleurs, les formes, de comment il a dessiné ça. Je peux y passer des minutes entières en lisant dans le RER. Et c'est dommage parce que sinon je trouve que le Ultimate des années 2000, c'est quand même une entrée en matière qui est vraiment on s'ennuie pas, il y a pas de temps mort, on est limite essoufflé pour Peter Parker au bout d'un moment en mode mais les merdes qui lui tombent dessus, enfin il peut pas respirer quoi. C'est vraiment une écriture effrénée, hein. Le fait que ce soit un si long run en plus fait que ouais c'est vrai que quand on le binge read, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a ce sentiment un peu à un moment de mais tu souffles pas mon gars. Ouais, il y a un peu ce sentiment de jouer Uncharted. Tu sais, il y a des avions qui tombent, le pont explose, tout machin. Tu te dis wow, calmez-vous quoi. T'sais. C'est un peu l'équivalent d'une adaptation d'une série CW d'ailleurs, je trouve. L'écriture y correspond bien, donc ça m'a un peu amusé. Pour moi, c'était un peu du CW de super-héros, en tout cas avant Smallville, avant le Arrowverse. Du coup, c'est. Ouais, mais de toute façon, il y a un truc sur l'écriture de Bendis qui, à mon avis, a infusé non seulement dans le monde des comics, mais aussi dans le monde de la télé. Il y avait ce côté très snappy dans la manière d'écrire qui fait que ça a pu donner des idées. Mais sinon, je voulais revenir sur le fait que tu parles de l'histoire d'une vie. Je trouve que c'est vraiment un très bon one shot en effet pour les débutants. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est à la fois un très bon one shot pour les débutants et un très bon one shot pour les lecteurs confirmés. Les débutants vont pas forcément tilter toutes les rêves qu'il y a dans le truc, parce que le principe de l'histoire d'une vie, c'est qu'en fait on suit un héros qui vieillit au fil des années, au lieu d'être avec un vieillissement très très lent comme les héros de comics qui vieillissent certes un petit peu, mais ils gagnent quelques années en quelques décennies. À côté de ça, dans l'histoire d'une vie, on prend un Peter Parker au début qui est du coup le gamin au lycée, et chaque épisode nous amène nous fait passer une décennie, et il vieillit d'une dizaine d'années à chaque fois, ce qui fait qu'il termine en tant que vieillard quoi dans le dernier épisode. Et du coup, quand on est un lecteur débutant, on a le côté ce fantasme du vieillissement du héros, une histoire complète, plein de guest stars du coup qui apparaissent au fur et à mesure des épisodes, plein de team-up du coup. Je prépare la suite du podcast, et à côté de ça on a cette histoire complète
qui nous permet de découvrir plein d'aspects. Et quand on est le lecteur qui a déjà bouffé du Spidey par dizaines, et on fait ah ouais, là c'est une référence à tel run, ah ouais, là c'est une référence à tel méchant, etc., et on voit les liens que fait Zdarsky pour écrire une histoire qui fait plein de références au fur et à mesure. Donc c'est très sympa comme porte d'entrée. Ouais. Mais toujours de manière surprenante, parce que justement on peut s'attendre à ce qu'il y ait un Miles Morales qui débarque à un moment donné. Vieux, on peut se douter vu que tous les personnages vieillissent, mais la manière dont en plus il apparaît, on se dit ah putain, j'avais pas pensé en fait qu'il va mélanger ce truc-là avec ce Miles Morales vieillissant que je vais attendre. Donc en fait, il va dépasser ton attente en plus. Donc non, c'est pour ça c'est très chouette. Et pour les mêmes raisons, je trouve que Bagley, sans être forcément le choix évident, c'est toujours aussi le safe choice dans le côté. C'est un côté rassurant. Et puis voilà, il a fait tellement d'années sur Spider-Man que en dehors de Romita, je pense que c'est le dessinateur emblématique aussi de Spider-Man, peut-être après les Romita et peut-être Sal Buscema ou quelques-uns comme ça. Donc non, c'est puis Ditko évidemment aussi. Ça va être compliqué de pas le citer, mais on n'oublie pas les pères fondateurs. Et que ouais, justement, moi je pense un des conseils aussi que je peux dire pour débuter, c'est peut-être le run de Straczynski qu'on est en train de finir là actuellement, puisque sans être non plus comment dire, je trouve que c'est un run qui va un peu décrescendo aussi, peut-être pour d'autres raisons, mais globalement moi j'aime bien le côté mystique qu'il va donner, que je trouve intéressant même si c'est un peu casse-gueule, mais surtout il y a dedans des épisodes qui à mon avis cristallisent très bien, et c'est assez rare sur Spider-Man parce que on l'a pas forcément dit, mais c'est un personnage qui je trouve est vraiment dans le soap comme Ultimate Spider-Man. C'est vraiment en fait on va apprécier plus un run ou des 100 épisodes de Spider-Man plus que un ou deux épisodes en particulier ou un one shot ou un truc comme ça ou un crossover avec Spider-Man. Et il y a 2 épisodes je trouve qui cristallisent très bien peut-être ce que je préfère dans le personnage. C'est à la fois l'épisode anniversaire où justement John Romita Senior reprend les dessins et va dessiner du coup avec son fils, que moi j'aime beaucoup ce genre de truc honnêtement, ça fait toujours chialer en lisant les pages perso. Et autre truc qui me fait beaucoup pleurer, c'est l'épisode sur l'amour entre Mary Jane et Peter Parker, où en fait il y a une histoire avec juste une espèce de voix off, et c'est magnifique sur l'amour qui se portent ces 2 personnages, et je trouve que je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi moderne, si jamais voilà le dessin de Mark Bagley vous rebute un peu. Et c'est vrai que je préfère aussi conseiller du Spider-Man canon plutôt que hors continuité comme Ultimate Spider-Man, puisqu'au moins vous serez peut-être dans un univers avec des références peut-être communes comme Civil War ou d'autres choses qui peut-être vous évoqueront autre chose et sur lesquelles vous pourrez après continuer. Donc voilà pour mais ça, en fait, on voit qu'on retombe un peu sur ce qu'on disait au début de la section, quoi. En fait, pour commencer Spider-Man, c'est ce qui vous prenez un truc qui vous attire graphiquement, ou qu'une connaissance vous conseille, etc. Il y a plein de manières de commencer Spider-Man. Ça peut être quelque chose de très récent ou quelque chose de très vieux, parce que parfois on peut préférer l'un ou l'autre. Ça peut être quelque chose de très long, façon Ultimate Spider-Man, ou au contraire un one shot. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout comme possibilité. Et même comme genre aussi finalement, parce que par exemple on là, alors je sais pas à quel moment on diffusera l'émission, forcément au niveau du film, mais entre temps on a fait une émission sur les sorties de juin-juillet. On a pu parler du Spectacular Spider-Man qui lui est plus sur la veine psychologique dramatique de Spider-Man. Le Straczynski, il est quand même à la fois dans le côté un peu drame social avec ce côté il devient prof et tout, mais un peu côté rigolo parce que Spider-Man ça reste un blagueur. Il y a un côté très épique aussi dans Straczynski avec l'histoire des totems et tout ça. Et donc il y a un peu de tout, Spider-Verse ou même Spider-Man 2099 avec ce côté peut-être un peu SF avec Cyberpunk pour 2099 et un peu un voyage dans le temps, multiverse pour Spider-Verse. Donc vraiment il y a aussi plusieurs sous-genres, pas que entre guillemets du pur super-héroïque que vous retrouvez dans Spider-Man, et c'est aussi un personnage qui mine de rien se prête bien à cette diversité-là, et notamment avec toutes les équipes et tous les personnages qu'il a rencontrés. Ouais, merci pour la transition. C'est vrai que on a eu envie, alors pour plein de raisons, de parler un peu des team-up de Spider-Man. Déjà parce que on sait que dans le film Brand New Day, il va avoir énormément de personnages qui vont être présents, que ce soit que le Punisher, etc.
aussi, parce que d'un point de vue purement, j'ai envie de dire commercial, on sort une collection Web of Heroes où c'est à chaque fois un tome avec Spider-Man en team-up avec un héros, une héroïne ou une équipe de héros, voire des anti-héros comme Venom ou Deadpool ou le Punisher justement. Et puis en plus, en étant très très prom dog, parce que c'est quand même pas mal dans l'ADN du personnage. C'est-à-dire que on a parlé d'Amazing Fantasy qui est du coup sa première apparition, mais dès sa deuxième apparition, c'est Amazing Spider-Man numéro 1. Et quel est le premier truc qu'il fait, Peter? Il va voir les FF pour essayer de se faire recruter dans l'équipe et de devenir un membre des Fantastic Four. Donc, dès le premier épisode d'Amazing Spider-Man, il y a un team-up avec les FF. Alors, bon, un team-up, après, ça dépend de la définition du team-up, mais en tout cas, il y a une rencontre. Le pauvre. Ouais, bon, il se fait un peu rejeter. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que je sais pas pour vous, mais moi, mes 2 trucs préférés de team up avec Spider-Man, c'est d'un côté les moments où il est genre hyper cool, c'est le héros le plus révéré par les autres, il a un côté genre c'est toi le flambeau de l'héroïsme dans l'univers Marvel et tout ça c'est mon sous-genre préféré de team up. Et mon autre sous-genre préféré de team up, c'est celui où il se fait humilier H24 par les autres et où ils disent qu'il est trop relou avec ses blagues nulles. Voilà. Ce qui occupe environ 75% de ses apparitions chez les Avengers, il y a que ça. Ça rappelle un peu dans la Justice League International où en fait t'as genre Batman, tu sais, il était encore je sais plus à ce moment-là il y avait le film de Burton qui était sorti, mais en fait t'avais peut-être pas encore ce côté très noir, très respecté, tout ça, et il passe son temps avec tous les personnages qui disent non mais il est taré, il parle tout seul ce mec, il est ouf. Je trouve que ça fait du bien des fois d'un peu dédramatiser des héros, et c'est vrai que Spider-Man c'est un peu comme Deadpool, c'est un peu les gens parce que vu qu'ils ont besoin toujours de blaguer pour en fait dédramatiser le truc, en fait à chaque fois ils sont mais ta gueule. Il est insupportable ce mec. c'est souvent moi c'est mon sous-genre préféré. L'humiliation de Spidey. Et parfois en plus il y a des auteurs qui arrivent vraiment bien à gérer le mélange des deux quoi, où on va se retrouver avec d'un côté cet aspect-là et de l'autre le reste. Le run de Dan Slott sur le personnage, quand il commence vraiment en tant que scénariste solo, il y a le premier épisode commence où en fait il y a New York qui est attaqué par des Autobots géants, façon on dirait un peu la guerre des mondes, mais à part que c'est des robots créés par Octopus, et il y a notamment une blague de paix où alors qu'il est avec les Avengers et que le New York est assiégé, il sort une blague de paix, vraiment le pire truc possible quoi. T'es là putain, c'est pas vrai quoi. Ouais, non, mais ça m'a marqué notamment parce que je sais que ça avait marqué une partie du lectorat qui avait détesté ça, et moi à la fois, moi ça m'avait fait marrer parce que justement c'est très Spider-Man, le côté la blague complètement inappropriée alors que la ville est sur le point de se faire détruire, et juste après ça, alors qu'il est avec les plus gros cerveaux de l'équipe, etc. C'est lui qui trouve l'astuce pour vaincre les robots, et parce que c'est un truc très intelligent, et à la fois c'est pas un truc à la Reed Richards quoi, c'est un truc malin en fait, et voilà, et du coup ça fait partie des raisons qui font que j'aime beaucoup les runs de Dan Slott sur le perso, c'est sa capacité à switcher d'un aspect à l'autre aussi du personnage. Il y avait aussi ça dans le Mickey Larson, je crois, où en fait un épisode avec les X-Men, où en fait ils sont une espèce de château qui s'envole, et en fait ils doivent désactiver un bouton avec le fauve, et du coup ils sont en train de parler, et tout le monde est en train de s'inquiéter parce que le truc est en train de s'écraser, tu vois, et du coup ils sont dire peut-être qu'il faut couper le fil comme ça, non, peut-être comme ça. Après ils font des blagues sur la couleur du truc machin, et tout le monde mais arrêtez, couper ce fil. Il coupe le fil, le truc s'arrête, il disait oui en fait c'était juste les freins, donc voilà, très bien. Puis tout le monde en a genre plus jamais on les met ensemble quoi.
Et paradoxalement, quand Spider-Man n'est plus drôle dans ses équipes, c'est là que tu comprends que c'est la merde et que il est vraiment. Je repense à House of M, où en fait, quand il redécouvre un peu sa vie, il est au bout du rouleau. Et limite, les héros sont choqués qu'il ne fasse pas de blagues, justement tellement. Et c'est peut-être un de mes moments préférés de Spider-Man, c'est je suis tellement abattue que je peux même pas faire de blagues. Et j'ai vraiment eu le cœur brisé en voyant ces pages parce que on le voit vraiment, il a la tête baissée tout le temps, il essaie de se rappeler de sa vie, il est vraiment brisé. Et j'adore Spider-Man quand il fait des blagues, mais je trouve que justement, il en fait tellement que les moments où il en fait pas, ça rend ces moments-là où il est sérieux, au bout de sa vie, dépressif et tout ça, ça les rend encore plus forts. Et j'adore ce côté, c'est vraiment une machine à blagues et puis d'un seul coup c'est lui en fait qui te met un punch émotionnel. C'est vraiment ce genre de petits moments que j'adore, et qui te prennent toi en tant que lecteur totalement à rebours parce que toi aussi tu es comme Spider-Man, au bout d'un moment tu es habitué. Alors toi t'es habitué à lire ses blagues, lui il est habitué à en faire et en fait tu te dis ok, il y a un problème. Et limite, t'es un peu son pote en mode, t'as envie de lui faire une tape sur l'épaule en mode ça va aller. Et tu sais que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est en ça un truc qu'il a un peu en commun avec Deadpool, peut-être. Même si Deadpool, je trouve, fonctionne moins en solo, dans ce qui me concerne. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est vrai que Spider-Man, j'aime beaucoup, j'adore en solo, mais en équipe, ça fonctionne bien justement par contraste avec les autres, avec le côté sérieux. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc que je regrette dans les films récents, c'est-à-dire que vu qu'il y a des personnages qui blaguent pas mal, ça crée peut-être pas forcément ce contraste qu'on peut avoir entre une équipe très sérieuse et du coup, c'est ça que je suis très curieux justement de voir le nouveau film parce que il a l'air d'être un peu plus serious shit quoi. Et parce que voilà, il lui arrivait des trucs tout ça, donc bon. On l'a pas encore vu à l'heure qu'il est, mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Et c'est vrai que ouais, pour m'être lu pas mal d'omnibus là récemment par rapport à tout ce qu'on a sorti, c'est vrai que la période spectaculaire est très très noire. Et même dans le côté Larson et autres, on voit aussi le moment où il est vraiment à bout et en fait. Ouais, ça devient un vigilante quoi. En gros, il vient juste pointer chez sa femme et il y a des scènes horribles en fait, horriblement tragiques parce que je pense qu'il faut parler aussi un peu du team up avec Mary Jane parce que c'est vrai que c'était une dynamique qui était vraiment extraordinaire aussi dans les années 90. C'est que il arrive et en fait elle lui dit je suis content que tu sois revenu pour me voir et il dit non en fait je suis juste venu prendre un nouveau costume et en fait il enlève son costume arraché, il en prend un nouveau, il se barre et il laisse Mary Jane pleurer dans le noir et waouh c'était et en fait on s'attend pas à lire à ça en fait dans du Spider-Man et c'est vrai que cette période-là était assez particulière et une période qui était assez brisée et c'est vrai que justement le contraste qu'il peut y avoir avec notamment quand il va arrêter ses pouvoirs et que Tante May va lui dire mais en fait au fond t'as toujours été quelqu'un qui veut protéger les gens malgré elle sait pas encore qu'il a les pouvoirs mais malgré le fait que tu puisses pas faire grand chose, c'est toujours voulu te mettre en avant pour protéger les autres. Donc voilà, même si t'es là en souffrir. Donc c'est vraiment un personnage qui existe aussi de manière sociale aussi, Spider-Man. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que même si ça marche social, même s'il est c'est un personnage qui marche bien tout seul. Je le vois mal en fait vraiment ne pas parler, ne pas interagir avec les autres. C'est vraiment les gens du quartier. Je pense que Sam Raimi l'avait très bien compris quand il y a souvent ces scènes en fait de New-Yorkais qui disent bravo Spider-Man, c'est cool Spider-Man, ou qui l'insultent à l'inverse et lui il répond et tout ça. Il y a ce côté vraiment, c'est vraiment un vrai New-Yorkais dans ce côté très social, un peu aussi un peu rêche parfois, mais très cool aussi je trouve à suivre et en ça c'est vrai que c'est vraiment un personnage passionnant et assez complexe et avec plein de facettes et ce côté social voilà encore une fois est vraiment très chouette quoi. Et puis aussi c'est un fils unique. C'est un orphelin et je pense aussi qu'il y a ce côté un peu fin de famille au final qui trouve où clairement selon les épisodes on sent que l'une des Avengers pourrait être sa mère et on sent qu'un autre pourrait être son père. Bon, on voit même avec Civil War que clairement il cherchait quand même un mentor un peu avec une figure un peu paternelle aussi, avec notamment quand il décide un peu bêtement de vouloir révéler son identité au monde entier, ce qui a les conséquences qu'on sait dans One More Day. Mais justement, je pense que c'est aussi un héros, en tout cas sur ces années un peu lycée, fac,
qui est aussi en quête de juste de plus être seul, parce que même si il a Tante May, en fait, il ne peut pas se contenter que de ça. C'est pas possible. Il a besoin aussi, il aspire à d'autres types de connexions. Donc même s'il a il a un bref flirt avec Betty Brandt alors qu'il est au lycée, bon, on se doute que c'est pas avec ça non plus que sa soif de sociabilisation va être repue. Et le fait qu'il essaie, par exemple, dès le début, d'aller chez les Fantastic Four, qui est la famille de Marvel, je trouve aussi qu'il y a un truc un peu symbolique de je veux faire partie d'une famille au sens un peu qui est une famille au sens nucléaire du terme. Euh, et il y a un truc assez touchant à le voir être en team-up. Et ça, je trouve, et c'est pour ça que je comprends un petit peu aussi ce qu'ils ont fait du Peter du MCU, qui tout de suite veut rentrer chez les Avengers, qui trouve en Stark une figure paternelle très vite, très fort. En fait, à sa place, quand bien même il a un meilleur pote comme Ned, on peut comprendre qu'il ait envie d'autres dynamiques un petit peu dans sa vie. Et c'est vrai qu'en plus, paradoxalement, en recherchant ça, c'est aussi des amis qu'il va tuer, en fait, ou qui vont en tout cas avoir des malheurs sur eux. Et c'est vrai que c'est aussi une dimension du personnage où, en gros, dans le côté tragique, c'est que son côté social, c'est aussi sa plus grande faiblesse, parce que voilà, il a quand même eu, donc il a perdu Gwen dans les 70, il y a Harry ensuite qui est mort, il a aussi Harry Osborn qui est mort entre guillemets par sa faute, parce que en évitant le planeur. Il y a du coup Mary Jane qui a failli passer quelques fois, Tante May aussi évidemment, on parlait de Moine Mordé, c'est une des conséquences directes de ça. Et donc c'est aussi ce côté social en fait où parce que justement il veut bien faire, il veut tout ça, et finalement il se retrouve à être pris dans des intrigues ou dans un imbroglio pas possible, et du coup il va aussi des fois aussi essayer de s'isoler aussi un peu pour éviter de blesser les gens, et c'est aussi sa plus grande tragédie parce qu'il a toutes les raisons d'arrêter, mais en fait il continue, et il devrait normalement être un peu comme le Bruce Wayne de Batman Beyond, en fait, un vieux reclus un peu aigri qui a toutes les raisons en fait d'arrêter de croire, mais pourtant il est encore là, il a encore le masque, et c'est ce qui fait aussi la beauté du personnage, quoi. Alors, et d'ailleurs, alors c'est un arc, un début de run, on va dire, qui a pas encore été republié en librairie. Pour l'instant, il a juste été publié dans Marvel World. Mais les 8 morts de Spider-Man, donc qui débute le run de Joe Kelly, c'est rigolo parce qu'il cumule un peu tout ça. Il y a le côté team-up, il va bosser un peu avec les X-Men, un peu avec même Fatalis, du coup, etc. Et à côté de ça, il y a ce moment qui est extrêmement réussi dans cet arc, où en fait il va être brisé, mais en plus d'une façon où il est brisé parce que il a été le meilleur Spider-Man possible d'une certaine manière, et le fait d'avoir fait ce choix-là non seulement le brise, mais c'est ce qui va lui permettre de gagner après. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très bien compris par Joe Kelly, et que je trouve on voit qu'il le réussit bien dans le run actuel, c'est qu'il comprend bien les différentes facettes du personnage. Il comprend le Spider-Man justement qui va jusqu'au bout, il comprend le Spider-Man qui travaille avec les autres, et il comprend le Spider-Man qui, en ne lâchant rien, finit par gagner, etc. Et donc je trouve ça assez chouette, et ouais, assez représentatif. Et on a réussi un peu à esquiver, on a parlé de team-up de différentes manières, mais on a un peu esquivé le fait que c'est vrai que une des premières séries de secondaires de Spider-Man à côté d'Amazing Spider-Man, c'est Marvel Team-Up, que d'ailleurs dans les intégrales en VF on a appelé Spider-Man Team-Up, tellement en fait c'est quasiment que lui qui à chaque fois est en team-up, et où c'est vrai que ça lui permet d'être dans des épisodes d'une certaine manière un peu plus léger, parce qu'on est sur du pur super-héroïsme, on a moins l'aspect vie de tous les jours qui, comme on a vu par pas mal de ce que vous avez dit, est souvent un petit peu badant pour Peter. Finalement, c'est quand il est Spider-Man qu'il est le plus joyeux, en moins en surface. Et de toute façon, même tu parlais aussi du meilleur Spider-Man possible, mais ça c'est un concept qu'on voit dans le Spider-Verse, et c'est vrai que
du fait en fait aussi de la dimension mystique qu'a petit à petit pris le personnage avec Straczynski dans les années 2000, on a vu arriver beaucoup de versions de Spider-Man. Bon, ça existait déjà, on avait eu notamment le Spider-Man 2099 dans les années 90 avec Peter David, mais il y a aussi du coup donc Spider-Man Noir, qui est une création en plus notamment française par Sapolsky. Il y a aussi donc évidemment Miles Morales, il y a aussi donc Spider Cochon également, voilà. Aussi on peut aussi observer, mais je pense qu'on en reparlera même qu'on fera une émission très japonaise dans quelques mois, aussi des versions un peu japonaises avec un manga où il est très violent, aussi une version Tokusatsu, en fait il est en fait une espèce de guerrier à la japonaise, du coup dans une série télé de la Toei. Il y a plein d'itérations. Avec un robot géant. Il faut préciser, avec le robot géant. Évidemment, c'est pour ça que j'aime bien. Et donc du coup, c'est intéressant parce que du coup, il y a effectivement plusieurs facettes du personnage, mais il y a aussi eu différents genres ou différentes manières d'exprimer le personnage qui ont évolué. Puis il y a aussi la saga du clone qui fait que de base, il y avait aussi deux Spider-Man. Donc voilà, est-ce qu'on peut maintenant parler un peu peut-être de toutes ces versions de Spider-Man qui existent, à commencer peut-être par son successeur un peu légitime, j'ai envie de dire, Miles Morales, au point où maintenant, pour les gamins notamment, je pense à la série, c'est Friendly Neighborhood Spider-Man, je crois. Non, pardon, c'est Spidey et ses amis, du coup, en français. Maintenant, les gamins, ils ont maintenant Miles, Gwen et Peter, juste à côte. En vrai, Miles Morales, en plus, il arrive dans un contexte où Peter Parker est mort. Et du coup, je pense qu'on a tous été un peu traumatisés. Ils en parlaient carrément aux infos en France. C'était vraiment... avant de parler de Miles Morales, juste, on se rend pas compte, je pense, à quel point la mort de Peter Parker a vraiment été une des morts de fiction les plus commentées, limite comme Sherlock Holmes à l'époque. C'est comme... Alors que c'était la version Ultimate en plus, c'était même Exactement. pas la version... C'est ça. Mais après, il va faire comprendre à la presse qu'il existe une version 616 et une version... Bon, c'est un effort un peu trop grand, je pense, à leur demander. Mais je me souviens qu'à l'époque, effectivement, il y avait eu ce choc, parce que c'est vrai que dans les comics, à de très très rares exceptions, les héros ne meurent jamais pour de bon. Ils ne meurent jamais définitivement. Donc tout le monde s'était dit, bon, allez, on claque des doigts, dans 6 mois, il va revenir, ça va passer comme une lettre à la poste. Et pas du tout. Du coup, je pense que ça a un peu, ça a secoué pas mal de gens, ça a pris pas mal de gens par surprise. Et c'est vrai que moi, j'étais forcément un peu choquée parce que c'était vraiment en plus la période où je commençais vraiment à lire beaucoup de comics, Spider-Man notamment. Et du coup, Miles Morales arrive avec en plus le background de on repart sur un étudiant, ce qui est son point commun avec le Peter du début. Et après, il a son costume, il y a une couleur qui change, mais il y a quand même un petit peu de rouge qui se balade. Il y a cette envie aussi de faire un énorme bond en avant dans la diversité de représentation des personnages. On est, il me semble, on est sous l'ère Obama. Je pense aussi que c'est pas un détail à négliger. C'est que même carrément il y avait une cover avec Spider-Man et Obama. Donc c'était quand même à l'époque, c'était genre le big deal, c'était quand même que Obama arrivait, on pensait que le racisme sur Terre allait être effacé et on a réalisé que c'était peut-être un peu trop optimiste, malheureusement. Fallait être là à l'époque. Fallait être là. C'est comme les Américains le disent, c'était Obama woke. C'était un peu ça. Mais du coup, Miles Morales, je trouve, arrivé pile à temps. En plus de ça, c'est quand même un héros afro-latino, donc qui embrassait deux des minorités sur lesquelles aussi se sont bâtis les États-Unis. Donc il arrive et puis évidemment il y a quand même un petit backlash raciste au début parce que les gens sont racistes, hein, on le voit encore aujourd'hui. Hélène de Troyes visiblement ne peut pas être noire selon certains racistes, mais du coup je sais qu'à l'époque aussi moi j'avais ressenti la frustration que c'était à nouveau un étudiant, un peu de la même manière que en voyant l'adaptation avec Andrew Garfield, c'est à nouveau un lycéen. En voyant la version Tom Holland, on recommence et c'est encore un lycéen. Donc on avait aussi un peu l'impression que la période de c'est un étudiant, en fait, ils arrivaient pas
à passer le stade en mode mais en fait Spider-Man avant de commencer il a pas besoin d'être forcément un étudiant ou un lycéen, et pourquoi il serait pas un mec de 30 piges, au pire qui peut être aussi un loser qui galère à boucler ses fins de mois. Ça aurait pu être aussi une piste intéressante. Après, ce qui est intéressant avec Miles Morales, c'est qu'il est dans un contexte familial intéressant parce que lui, il a certes toujours le modèle de la famille dans son entourage, mais ça reste une famille à qui du coup il doit cacher beaucoup de choses, y compris avec son père, avec son père, avec son tonton et tout ça. Donc il y a une nouvelle dynamique de secret qui s'installe. Mais en fait, je trouvais que moi, vraiment, au début, j'avais un peu la flemme de me retaper un étudiant qui doit cacher qu'il est Spider-Man quand il n'est pas en cours. Ensuite, évidemment, ça a changé et je trouvais les premiers runs plutôt sympas. Mais je trouve que, par exemple, Into the Spider-Verse fait, je trouve, un très bon boulot d'introduction de Miles Morales, qui est très dynamique. Alors certes, l'animation aime beaucoup, mais je trouve qu'en fait, paradoxalement, la meilleure intro à Miles Morales que tu puisses trouver, en fait, c'est le film et c'est pas forcément les comics. Et c'est peut-être la seule exception que je trouve, en tout cas, au sein du microcosme Spider-Man. C'est que si j'ai envie que des gens découvrent Miles Morales, je leur conseillerais plutôt le film et après, si ça leur plaît, de lire les BD. Alors, on est éditeur, donc on va pas pouvoir dire oui, mais oui, quand même, c'est vrai. J'ai pas fait enfin, j'ai fait le deuxième jeu, mais j'ai pas fait le spin-off qui était sorti dans le premier jeu Spider-Man sur PS4. Il y avait un petit chat entre les dos. C'était très mignon. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait il y avait ça, ouais. Mais je sais plus, en fait, c'était introduit dans le jeu, et puis après, on pouvait le jouer en spin-off, où il y avait une origin story qui était donnée dans le spin-off plus précise. Parce que c'est pareil, c'était, pour le coup, le jeu, je trouve aussi, avec des fois, aussi des défauts on peut dire dans le deuxième, sur certains choix, je trouve faisait un très bon travail aussi de mélange et de synthèse de pas mal de choses, en fait, du personnage, et d'arc scénaristique, et notamment la dynamique Miles et Spider-Man, c'est une dynamique que j'ai pas retrouvée aussi quali depuis notamment la série en 3 tomes là qu'on est sorti de Guggenheim et Ramos, où justement il y a ces dynamiques qui étaient pas que comme dans les dessins animés pour enfants où ils sont à peu près juste avec des grosses têtes et donc ils ont à peu près le même âge, mais justement de créer une dynamique un peu mentor et jeune disciple, mais en même temps Miles lui aussi on a marre des blagues de Peter. C'est des dad jokes pour lui, en fait, tout ça. Et c'est ça, et il écoute, il dit putain, c'est pas possible, quoi, qui m'a foutu un mec pareil, quoi. Ce mec est vraiment Spider-Man, mais il fait des blagues de merde H24, c'est pas possible. Oui, parce que du coup, on l'a pas précisé, mais donc en fait, après, depuis 2015-2016, Miles, après, était tellement populaire qu'ils l'ont réintégré dans l'univers normal. Parce que c'est vrai que c'est une super création de Bendis et Sarah Pikeli. Et Sarah Pikeli, ouais, tout à fait. Donc voilà, et donc, mais dans les autres créations aussi qui ont beaucoup plu et qui plaisent encore, hein, parce que donc on parlait du Superman noir de Sapolsky, qui a quand même eu, je trouve, peut-être moins de séries, mais globalement que des séries plutôt quali. Moi, je trouve, notamment la dernière là qu'on a sorti aussi, Larson, qui est très surprenante. Du coup, personnage là plutôt polar, plutôt noir, et qui a eu donc une petite célébrité. On voyait déjà dans un jeu qui s'appelait Next Dimension, je crois, dans les 2010. Il y avait Spider-Man 2099 et autres. Mais c'est le moment où Papy Aurélien expliquait un truc. C'est que en fait, ce qui est drôle, c'est que Next Dimension, c'est la première incarnation en fait du Spider-Verse, dans le sens où qui est-ce qui a bossé sur le scénario du jeu? Dan Slott, qui en fait en écrivant donc l'histoire de Next Dimension s'est dit putain en fait ce serait bien ça aussi dans les comics, et a gardé l'idée de côté pour l'utiliser plus tard. Et en fait quand il y a Bendis qui décide d'écrire Spider-Man, donc la rencontre entre les deux Spider-Man, Peter Parker d'un côté dans l'univers normal et Miles Morales dans l'univers Ultimate, il y a comment ça va être écrit, est-ce que ça va être écrit à 4 mains, est-ce que Bendis va faire tout seul, machin, et Dan Slott dit non, il y a pas de souci, vas-y Brian, tu écris tu écris la rencontre tout seul, mais du coup tu m'en dois une,
tu me prêteras Miles pour une histoire que j'ai en tête. Et il était en train déjà de planifier le Spider-Verse. Et donc voilà, comment Next Dimension, donc qui était la rencontre entre différentes versions, donc Spider-Man noir 2099, le normal et je sais plus. Peut-être Scarlet Spider, non? Peut-être, je sais ouais, plus si peut-être. je sais plus quel quatrième, ouais. Et en fait c'est la première pierre qui amène au Spider-Verse de Dan Slott, Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. Parce que j'avais joué au jeu, j'avais jamais en fait j'avais jamais tilté que c'était Dan Slott parce que je connaissais pas à l'époque. Voilà. Simplement. Et donc ouais, Spider-Man Noir après qui a vraiment pas mal percé aussi avec grâce au film Spider-Verse, on en parlait, et qui maintenant sa série télé. Alors moi je l'ai pas encore vu, mais apparemment moi j'ai eu des bons retours dessus, donc c'est pas mal. J'aime bien l'idée d'avoir repris Nicolas Cage pour le jouer en physique après l'avoir doublé dans les Spider-Verse, les films Spider-Verse. C'est plutôt cool. Après, j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre trop de méchants sur la première saison, ce qui fait que j'ai l'impression qu'ils ont un peu gâché le potentiel de certains assez vite. Et j'ai pas trouvé l'histoire forcément très palpitante. Si ce n'est sur certains épisodes. Par contre, Lamar Morris qui joue Robbie Robertson, c'est vraiment le MVP. Lamar Morris qui jouait Winston dans New Girl, série très chère à mon cœur de meuf de 30 ans. C'est un choix absolument parfait pour la série. Et globalement, le casting est pas mal. Il y a aussi Jack Huston que moi j'aime beaucoup depuis Boardwalk Empire, qui joue une version de je ne spoilerai pas du coup parce que je réalise que tout le monde ici n'a pas forcément vu la série, mais grosso modo le casting est plutôt bon. J'aurais aimé qu'ils aient un peu plus à se mettre sous la dent, mais je pense qu'il y a une marge de progression pour la saison 2 qui peut être vraiment intéressante s'ils écrivent ça correctement et si c'est renouvelé aussi. J'avoue, je ne sais pas si c'est renouvelé. Ouais, les chiffres pour l'instant ont été très bons, les chiffres d'Audimat. Et moi, pour l'instant, j'ai regardé que le premier épisode que j'ai trouvé vraiment bien, bien foutu, bien écrit, hyper bien interprété, entre autres Nicolas Cage, qui est un acteur qui d'une certaine manière a perdu un peu de crédit durant les dernières décennies, mais qui je pense le retrouve un petit peu maintenant. Les gens redécouvrent que Nicolas Cage est un acteur absolument formidable, et l'ambiance est vraiment super réussie. C'est vrai que par contre j'ai regardé le premier épisode et j'ai toujours pas regardé la suite parce que c'est vrai que pour l'instant, ça manque un petit peu de. Bon, t'as l'air de me dire que c'est pareil pour la suite. Ça manque un petit peu de. Ouais, j'ai absolument envie de regarder la suite, mais c'est quand même bien écrit et très chouette à regarder. L'ambiance polar noir est vraiment réussie. Et puis je pense qu'il faut soutenir ce type un peu de projet parce que ça court pas forcément les rues, surtout hors de chez Disney et de chez HBO pour la partie DC. Et je pense que c'est bien aussi de voir des héros un petit peu indépendants où, en fait, tu sais que tu ne verras pas Spider-Man puisqu'en fait, t'as déjà Spider-Noir. Et en fait, une fois que je me suis dit ça, je me suis dit c'est tellement reposant, en fait, de te dire... Et ce que j'apprécie, c'est que la série, il n'y a pas forcément des fan théoristes de malades à faire dessus, quoi. C'est pas forcément une mystery box. Ça se prend vraiment très... ça prend vraiment son postulat très au sérieux, alors que c'est vrai que de temps en temps, on peut blaguer dessus, et c'est vrai que parfois, le héros, il y a 2-3 blagues qui sont... Enfin, moi, j'adore l'humour qu'il a, notamment dans le premier Into the Spider-Verse. Mais c'est vrai que là, bon, il y a des touches d'humour, mais il y participe de lui-même. En fait, on ne rit pas de lui, mais on rit avec lui. Et c'est assez rafraîchissant de voir que même si la facture est, je trouve, encore assez numérique, parce qu'il faut quand même pas trop perdre le spectateur, surtout de Prime, je pense. Il y a quand même cette envie de proposer même esthétiquement un objet qui sort un petit peu de l'ordinaire, et notamment avec cette option de choisir de regarder ton épisode en couleur ou alors de regarder en noir et blanc. Mais ouais. C'est vrai que moi là, à côté de ça, je me regarde pas mal de vieux films en ce moment, dont des films noirs. J'ai regardé Laura d'Otto Preminger il y a pas longtemps, et c'est vrai que je trouve que pour le coup, l'ambiance, on retrouve vraiment la même ambiance, quoi. Ils ont vraiment réussi à saisir cette ambiance des films noirs des années 40, quoi. Il y a un truc qui est vraiment réussi là-dedans, qui
et qui fait pas comment dire, qui fait pas parodique. On est sur quelque chose dans l'hommage sympa et bien marqué, mais pas dans on n'est pas là genre wink wink nudge nudge. On va faire voilà, c'est non ouais, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Il y a le plus gros win-wink de l'univers à la Dame de Shanghai d'Orson Welles dans le final. Je n'en dirai pas plus. Quand j'ai vu la séquence, j'ai explosé de rire et j'ai envoyé un message à Corentin en lui disant bon, ils ont un peu trop vu la Dame de Shanghai à mon goût, mais je vous laisse découvrir ça sans en dire plus. Bon, il y a des miroirs donc du coup. Ok. Je n'ai rien dit, mais tu es sur la bonne piste. Et dans les autres itérations du Spider-Verse, 2099, est-ce que vous avez un rapport au niveau des comics, au niveau des adaptations éventuelles? Parce que du coup, c'est un des héros, anti-héros des films récents en plus. Moi, le truc, c'est que 2099, je suis un vieux lecteur, donc je l'ai découvert en fait avec l'apparition par semic d'un magazine 2099. De la même manière qu'on fait, bon, on va en parler après, mais qu'on fait des magazines Ultimate encore aujourd'hui, des bimestriels. À l'époque, donc semic, quand il y a l'univers de 2099, il décide de faire un magazine, et donc d'un coup sur les stands, on se retrouve avec un magazine 2099 avec un Spider-Man au look complètement différent, avec des pics sur les bras, métal. Voilà. Ouais, mais en plus tu dis métal comme ça, mais en plus les couvertures tout autour là étaient métallisées, ça sortait vachement. Tu prends ça, tu te retrouves dans une ambiance à la Blade Runner, avec une intelligence artificielle qui ressemble à une pin-up des années 60. Enfin bon, il y avait un côté absolument saisissant quand on découvre le personnage, son univers et cette ambiance, pour le coup c'est un personnage que j'ai toujours plaisir à redécouvrir, peut-être aussi par nostalgie, peut-être aussi parce que mine de rien le fait que ce soit pas une itération de Peter Parker mais vraiment un personnage différent avec une approche souvent beaucoup plus rentre dedans, alors qui peut prendre plusieurs visages, hein, ce côté rentre dedans, entre le Spider-Man 2099 écrit par Peter David ou la version qu'il y a dans le Beyond the Spider-Verse ou Into the Spider-Verse, c'est pas forcément exactement la même chose, mais on retrouve ce côté peut-être plus proactif qu'a Peter, et du coup ouais, on a des marqueurs qui font complètement penser à Spider-Man, et à la fois on a un personnage qui est quand même significativement différent, je trouve. Alors moi, juste paradoxalement, j'ai pas lu forcément de 2099, mais je trouve que c'est un des costumes les plus stylés des itérations, et je tenais juste à placer ça là, c'est que en matière de costumes, c'est vrai que moi je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à tous les dessinateurs qui ont dû redessiner, créer des costumes de Spider-Man et de Spider-Woman aussi, hein, parce qu'il y a aussi Spider-Woman, il y a Spider-Gwen, Spider, voilà, et qui à chaque fois, je trouve, ils arrivent vraiment à créer des costumes qui t'identifient immédiatement chaque membre. Et en fait, je trouve que c'est peut-être le héros qui a le plus de costumes réussis, même pour tous ses alter-ego. C'est peut-être le seul qui en a autant d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais oui. À chaque fois, je trouve que c'est pour ça aussi que pour moi les films Spider-Verse sont si précieux pour moi, c'est que je trouve que même en matière d'esthétique, les choix qu'ils font pour tous les costumes sont hyper intéressants. Il y a une vraie histoire derrière, c'est pas juste une toile d'araignée que tu mets sur un costume, mais ça raconte ce qu'ils sont, même avec un dégradé de couleurs, et les costumes de Spider-Man et globalement des Spider-Man sont mes préférés, et celui de 2099, je le trouve vraiment trop chouette. Mais tu dis ça pour dédouaner de les avoir débloqués tous dans le jeu, c'est ça en fait? Exactement. Mais ouais, faut le dire aussi quand les costumes sont chouettes. Le 2099, on parlait de Batman Beyond, je trouve qu'il y a cette vague-là justement très futuriste avec les pics aussi dessus là. Ouais. Et, trop fan.
Et puis le masque, la forme du masque est trop ouf aussi, bref. Je propose qu'on passe maintenant en fait, un peu l'éléphant dans la pièce, même si on a déjà abordé plusieurs fois, Ultimate. Peut-être plutôt se concentrer sur la deuxième version Ultimate, parce qu'on a quand même pas mal parlé de la version Bagley, Bagley Bendis. Mais c'est vrai que autant à la fin des années 90, le but pour Marvel, c'était en fait de retrouver peut-être un peu la fraîcheur des origines de Spider-Man. Autant en 2024, pardon, merci. 2024, là, le but est tout autre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tu disais, Océane, c'est-à-dire de peut-être le lectorat en a un peu marre de voir un Spider-Man un peu adolescent, un peu jeune, en tout cas. Et là, on va retrouver un Peter, Quadra, Mary Jane, 2 enfants, un peu comme, et finalement, on a l'impression qu'on vient toujours d'Anne Slott, un peu comme dans Renouveler ses vœux, qui était une histoire qui avait beaucoup plu dans Secret Wars, et qui reprenait un peu ce principe-là à l'époque du Peter Parker marié, 2 enfants. Du coup, Ultimate Spider-Man par Hickman et Kiketo, série beaucoup plus courte en plus du coup que la version de la version de Bendis Bagley, et qui paraît aussi, je trouve, très différente aussi peut-être de ce qu'on peut attendre d'une série Spider-Man également. Je sais pas si Aurélien tu veux en parler. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on est dans un cas qui est assez similaire à celui de l'histoire d'une vie, dans le sens où c'est génial aussi bien pour le lecteur noob qui va découvrir un peu en fait une autre version de Spider-Man très différente de celle qu'il a pu découvrir dans les films, dans la pop culture d'une manière générale, voilà, et découvrir du coup un personnage sensiblement différent. Et à côté de ça, le lecteur fan va voir tout ce que Hickman intègre comme clin d'œil, comme sous intrigue, etc. À son récit du coup en 24 épisodes, tout ça, mis en image. Alors tout à l'heure on était à divers degrés entre Océane, Émile et moi sur Bagley. Je pense que sur Keketo on sera tous et toutes plus d'accord sur le fait que c'est un dessinateur exceptionnel et qui fait un travail absolument formidable d'iconisation de chara design, de chara design, d'iconisation de Spider-Man, comme de Peter Parker, comme de Mary Jane, et comme de tous les personnages qui sont intégrés là-dedans. Ouais, il a un peu créé, je trouve, le DILF ultime de chez Marvel avec ce Peter Parker. Non mais voilà, mais en fait, j'ai un peu gaz pour le vendre pour la première fois, et en même temps, j'ai envie de dire, mais il était temps. Et c'est trop drôle, mais je milite beaucoup dessus. Mais je pense vraiment que si Andrew Garfield voulait jouer cette version-là d'Ultimate, en fait, il serait vraiment parfait. Et il y a beaucoup de cases où je le vois vraiment, et je serais vraiment pas étonnée qu'il ait été une source d'inspiration physiquement pour cette version-là, parce que c'est vraiment troublant par moments. On n'est pas au niveau de Nick Fury qui a été inspiré par Samuel L. Jackson, mais je trouve que on est un peu dans ces eaux-là. Et sinon, effectivement, alors moi d'ailleurs je lis au rythme français, donc je n'ai pas encore terminé. Donc là, faut que j'aille acheter votre nouveau numéro, nouvelle publication Ultimate, voilà exactement. Je les lis religieusement, je vais les acheter dès le week-end de sortie, et c'est trop chouette, et je trouve justement que les relire comme ça à ce rythme un petit peu bimensuel, mensuel, en fait, ça rend hyper bien. Il y a vraiment des cliffhangers, ils sont hyper bien travaillés, ou contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure pour le Ultimate des années 2000 où il y a pas le temps de souffler et tout ça. Là, effectivement, aussi dans cette version-là d'Ultimate de Hickman, il a pas trop le temps de souffler, mais parce qu'il y a un compte à rebours qui est, je trouve, une très bonne justification à il peut pas y avoir de numéro un peu filler ou quoi. Il peut pas se permettre ça parce que il y a un compte à rebours, et en fait tu ressens l'urgence chaque mois qui s'approche, parce qu'en plus de ça c'est quand même assez bien indiqué le numéro qui commence par chaque mois. Du temps, ouais. Voilà, et en fait toi-même t'es un peu en pression en mode mais attends, mais comment il va faire, comment il va se dépatouiller, il ne lui reste que 14 mois pour faire ça, mais comment va-t-il s'en sortir d'ici là. Mais je trouve que c'est une lecture hyper ludique, et que Hickman on sent qu'il avait envie de raconter une version de Peter
plus apaisé et qui justement découvre qu'il est Spider-Man alors que sa vie est apaisée. C'est pas comme, et là en fait il a des choses à perdre, contrairement à une version où il est étudiant ou quoi. Là il a des choses à perdre, juste sa meuf et ses 2 enfants qui sont d'ailleurs adorables. Genre sa petite fille, désolée mais je fonds à chaque interaction entre eux deux, c'est la chose la plus mignonne qui soit. Et j'étais pas forcément habituée à avoir du mignon de la part de Hickman. Et je trouve qu'en fait, là, ça fonctionne parce que même, je pense que quand on est papa et qu'on lit ce type de page, je n'ose imaginer les sentiments qui t'envahissent en voyant Spider-Man être un père de famille hyper baba de ses enfants. Et c'est vraiment un sentiment très... Non, tout va bien. Je gère parfaitement. Mais il y a vraiment quelque chose du réconfort qui se heurte justement à l'urgence du compte à rebours. Et je trouve que c'est une des séries qui te récompense le plus quand tu lis beaucoup de Spider-Man, parce que le nombre de fois où j'ai gasp en voyant ce qui faisait de tels vilains, qui se cachait sous tel masque, notamment pour Mysterio. Franchement, il fallait m'entendre crier parce que j'ai réussi à ne pas me faire spoil où que ce soit. Et c'est vraiment un run où limite, j'ai pas envie de trop en dire parce que je pense que c'est tellement quelque chose qui se vit sans savoir quoi que ce soit dessus, parce que la surprise est vraiment trop bien menée. Et elle est là un peu à chaque numéro. C'est vrai qu'en plus ce truc du chaque numéro on parlait du vieillissement en direct dans l'histoire d'une vie. Dans Ultimate Spider-Man, Hickman pousse l'idée très loin, vu que chaque numéro en fait se déroule le mois où il est publié, quoi. Donc en gros les numéros 12 c'est le numéro de Noël, parce que vu que ça a commencé en janvier par exemple, voilà. C'est ça. Et donc on a cette évolution et ce compte à rebours avant le retour du grand méchant, et du coup le fait que entre temps les héros doivent avoir accompli des choses qui est vraiment très bien mené. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, il y a on sent que tu disais que Hickman il y fait du mignon là-dedans, il a des choses à dire, et en fait c'est assez marrant parce que il avait dit en interview Hickman qu'il avait pas spécialement envie d'écrire Spider-Man avant ça, et en fait il a dit là j'ai trouvé l'angle dans lequel je voulais l'écrire. Et en fait comme tu dis, le fait de l'écrire comme un papa, du coup d'une autre génération, et avec ce rapport avec ses enfants, etc., et tout ça, je pense que pour Hickman ça avait énormément d'importance. On sait qu'il l'a écrit notamment aussi pour parce qu'il avait envie de partager son écriture avec ses enfants, quoi. Un peu à la Bendis, et c'est vraiment, pour moi, c'est effectivement un peu alors c'est un bien grand mot parce que Bendis, ça reste quand même un run un peu plus long et tout ça, mais il y a vraiment, je trouve, des similitudes entre les deux. C'est vraiment là, vraiment ce Bendis qui fait des lettres d'amour en créant des personnages pour ses enfants, et là on voit que Hickman aussi, on sent qu'il y a un truc de transmission, et que je trouve hyper touchant parce que ça montre aussi une grande vulnérabilité, et je trouve que le mélange est parfaitement réussi entre comment s'incorporer à une histoire plus globale au sein de Ultimate, tout en ayant vraiment une personnalité et des héros sur lesquels on sent que même les plus petits compromis, c'est-à-dire un numéro où c'est juste un double date entre Harry et Gwen et Peter et Mary Jane, c'est vraiment tellement bien écrit, c'est de la tranche de vie, et en fait on réalise que sous la tranche de vie il y a quelque chose qui déconne, et c'est peut-être un de mes numéros préférés d'ailleurs, le moment où ils sont ensemble au resto, et tu te dis en fait c'est comme si tu les retrouvais et qu'ils pouvaient faire ça à la fac en mode double date, et en fait là ça y est, ils ont 40 piges, et enfin il a vraiment réussi à ne pas sombrer dans la nostalgie, tout en se reposant sur des images que les lecteurs ont forcément connues. Et je trouve qu'il fait vraiment confiance aux lecteurs sur ce run-là. Il arrive à trouver le point d'équilibre entre l'appel à nos connaissances communes sans tomber dans la nostalgie pure. Ouais, du coup, je pense que Ultimate Spider-Man, entre modernité et tradition, je pense que c'est une bonne manière de terminer le podcast. Magnifique.
Ouais, oui, non, mais c'est vrai que... Parce que là, finalement, je pense qu'à travers déjà les débuts de Spider-Man, puis après les différentes itérations, le team-up, et puis aussi Ultimate Spider-Man, je pense que on espère vous avoir donné envie de découvrir un peu toutes les facettes du personnage. Comme vous avez pu l'entendre, c'est pas un personnage qui est finalement si facile que ça, je trouve, à résumer aussi. Beaucoup plus que c'est un jeune en slip qui fait des blagues. Et pourtant, ce serait une bonne définition de... Ça peut aussi être un DILF, apparemment. Il peut tout être. Spider-DILF. Et d'ailleurs, c'est vrai que on a esquivé cette phrase aussi, ce poncif du au tout début, on va faire la boucle comme ça, mais on a parlé beaucoup de Spider-Man sans préciser que c'était Peter Parker. À la fin, on a vu qu'on a parlé de Miguel O'Hara, de Miles Morales, de diverses versions de Peter Parker, et c'est vrai que c'est aussi le truc, le message des films Spider-Verse dont on a dit tellement de bien, c'est que n'importe qui peut être Spider-Man au bout du compte, peu importe qui est derrière le masque, du moment qu'on est porté par de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, et voilà. Et du coup, donc merci Océane, merci Aurélien, et merci du coup, bonne lecture et surtout bon film Brand New Day. Là, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, honnêtement. Pareil. On n'a pas parlé, mais les chorégraphies, à mon avis, Daniel, comment il s'appelle, Daniel Cretton, ça Les stars, Daniel Cretton, ouais. Voilà, il va nous cook ça, je pense. Ouais, c'est moyen. On a hâte. Allez, ciao et bonne lecture. Bonne lecture, voilà, ciao.